Bonjour à tous, bienvenue à ce grand tour de ce jeudi. Cette semaine, un cas clinique présenté par le docteur Alexandra Bogers en neurologie. Alexandra, tu es à Delta en fait depuis pas si longtemps que ça. Depuis combien de temps en fait? Depuis 6 mois dans le service de neurologie. Diplômée en neurologie à Anvers. Tu as fait un PhD à la QAU Leuven et un postdoc à Toronto sur les mouvements anormaux. Et cette semaine, tu nous présentes un cas clinique, une polyneuropathie d'origine peu commune. C'est à toi. Merci beaucoup. Très beau CV. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler d'une dame qui s'est présentée avec une polyneuropathie il n'y a pas trop longtemps. Et voilà. OK. Donc cette dame était en fait, elle a 79 ans. Elle est en très bonne condition générale. C'est une très, très bonne skieuse. Elle va faire du ski tout le temps en hiver. Et elle est revenue du ski et elle savait encore très, très bien le 19 avril. Et là, sa marche était normale. Mais vers la fin du mois d'avril, elle a l'impression de perdre de l'équilibre et elle vient me voir fin juin parce que elle a dû employer des bâtons pour savoir marcher, pour son équilibre. Et elle avait l'impression de perdre la sensation au pied, aussi un tout petit peu maintenant au doigt, et ça devient de plus en plus progressive. Cette dame n'avait pas trop d'antécédents, elle prenait un peu de périnopril, un peu de cétirizine et de l'estradiol. Et donc, cet antécédent, elle avait un pic monoclonal qui est non exploré, mais qui était stable depuis longtemps. Le quantiférone positif, donc une TB latente, mais ça fait longtemps, une HTA, et été opérée avec une hystérectomie et une ovariectomie. Et donc, elle vient me voir et je l'examine. Je vais vous montrer la vidéo tantôt avec une hypoesthésie en dessous de genou, hein. Donc, vraiment, surtout au niveau des orteils, au niveau des pieds, et puis le petit à petit aussi un tout petit peu au niveau des genoux. Le sens de vibration, surtout au niveau malléolaire, était diminué. Elle a une marche à petits pas avec, et j'ai enlevé le mot parce que j'aimerais bien que vous réfléchissiez qu'est-ce qu'il y aura sur les petits points. Un Romberg qui est positive. Elle marche avec deux bâtons, une aréflexie au niveau des Achilles, une hyporéflexie au genou, les membres supérieurs des reflets normaux. Et puis, une doute, je n'étais pas vraiment sûre si les versions au pied droit étaient quand même un tout petit peu diminuées, ça veut dire un 4 sur 5, ou peut-être c'était plutôt un 5 moins sur 5. Alors, les PG. Si vous prenez le téléphone et vous allez faire une toute petite conclusion, quelques mots à votre neurologue ou votre interniste, qu'est-ce que vous direz? Comment est-ce qu'on résume cet examen clinique? Un grand blanc. OK, ça va. Mais regardez, je vais vous montrer le petit film. Alors, encore une fois, la marche. Comment est-ce qu'on décrit une marche comme ça? Donc, vous m'appelez, je suis de garde et vous dites la marche est. Oui, allez-y. Et moi, j'aime pas trop quand on dit pas normal. Quel mot est-ce qu'on peut employer? Si on dessine une ligne droite, voilà, c'est plutôt un peu comme ça, d'accord. Et si on regarde bien les pas, est-ce que les pas sont coordonnés? Non, hein, elle fait tomber les pieds par terre, hein, c'est une marche incoordonnée. Est-ce que la force est normale? Oui, 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 On dirait qu'elle doit lancer sa jambe, non? Comme oui. ça. Elle lance ses jambes, exactement. La force est normale. La force est toujours normale. Comment ça se passe alors qu'elle marche comme ça? Parce que c'est neurogène et pas musculaire, et donc c'est donc Oui, et donc il y a deux types de neuropathie, motrice et sensitive. sensitive. Voilà. Donc cette dame a une probable hein, suspicion de neuropathie sensitive et elle a une bonne force, mais elle ne sait pas où est sa jambe. Elle ne sait pas où déposer sa jambe, hein. Donc ça, dans un mot, on appelle ça une ataxie sensorielle.
hein, parce qu'elle est ataxique, elle est incoordonnée, mais c'est pas cérébelleux. Hein. Les cérébelleux marchent comme ça, avec la base de marche étendue. Elle a une base de marche très étroite, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment typique pour une ataxie sensorielle. Si cette dame doit marcher dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Elle tombe. Hein? Donc, pour avoir une bonne marche, on a besoin d'une vue, hein, de la vision, on a besoin de sensibilité et on a besoin de motricité. Et préférément aussi le cervelet pour la coordination. Et donc, si on n'a pas de sensibilité, on ne marche pas bien. Voilà. Hein? Donc, à la fin, au moment que vous prenez le téléphone, vous me dites, ah, quand même une suspicion de neuropathie sensible. Ici, j'avais dans mon dossier marqué sensible, sensiro plus que motrice, parce que j'avais une doute sur le leveur du pied. J'étais pas sûre. Maintenant, elle n'a pas de perte de force, donc probablement, elle n'avait pas bien appuyé à ce moment-là pendant l'examen. Et donc, comme c'est vraiment une progression très rapide, hein, fin avril, les- début avril, elle marchait encore normalement. Elle vient me voir fin juin, ça fait 2 mois. 2 mois, c'est très, 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 très rapide. Donc là, je me dis, OK, il faut avoir un IMG urgent et un labo. Le labo, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Qu'est-ce que je dois... Refaire l'électrophorèse des protéines sériques. Voilà. Une Hein, parce que... sérologie de Lyme pour Jean. Oui, Une syphilis. une syphilis, oui, pourquoi pas? Et puis, je sais pas si elle est éthylique ou pas, mais ça, il y a un Oui, une bilan B1, classique, oui, un bilan complet. oui. Le Zanca, bien. Les vitamines, lesquelles? B12, B1, oui. Oui, bien. Le mercure turmero, lesquels? Oui, ok, bien. Ok, c'est pas... ouais, c'est déjà bien. Alors, donc, je l'ai envoyé vers Dr Hernandez pour faire un EEG quand même assez urgent avec une neuropathie axonale modérée, mais uniquement des fibres sensitives. Pas d'atteinte des fibres moteurs. Et un profil longueur dépendant, ça veut dire surtout dans les jambes, parce que dans les jambes, les nerfs sont plus longs qu'au niveau des bras. Alors, si vous lisez un rapport de chez nous, hein, d'un EMG, vous voyez, quand vous lisez ce rapport-là, hein, ça dit une atteinte axonale. Est-ce que vous savez quelle est l'autre option? Si c'est pas marqué axonale, quelle est l'autre? Il y a deux types. Ah, Démyélinisant. très bien, voilà. Et donc, cette dame avait une dégénération axonale. Donc, c'est l'axon qui dégénère plutôt que les selles de cheval. Et donc, une polyneuropathie qui affecte surtout les câbles longs. Et on appelle ça en général un stock and gloving sensory loss. Et donc, si on lit l'EMG, il y a en fait deux différences, hein, axonale démyélisante. Si on a un problème au niveau d'une démyélisation, la latence va être augmentée. Si c'est axonal, c'est surtout ici l'amplitude qui est atteinte. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. Hein? Donc ici, en haut, A, ça c'est le nerf normal. B, démyélisant, où on voit que les Schwanzels sont partis. Et puis troisièmement, ici en bas, on a la dégénération axonale. D'accord? Donc c'est ça que cette dame a. Alors, donc, on a déjà un peu réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être, hein? Ce mot peut nous aider à bien réfléchir. On a déjà entendu des choses métaboliques, hein, l'alcool par exemple, le rein, hein, une insuffisance rénale pourrait contribuer aussi. On a entendu les vitamines, on a entendu inflammation, mais ça c'est plutôt en cas de quelque chose de démyélisant. Donc, on a fait un grand labo, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour avoir une polyneuropathie. Et pas chaque polyneuropathie s'évolue d'une façon tellement vite, tellement aiguë. Hein. Il y a, par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool pendant plusieurs années ou qui a une insuffisance rénale pendant plusieurs années va se présenter avec une polyneuropathie après 5 ans, après 10 ans. Hein, mais cette dame-ci avait une polyneuropathie qui se présentait après 2 mois. Donc, ça veut dire que
ici, dans ce flowchart, on doit vraiment être là-bas plutôt qu'ici. Hein, c'est un peu grand, mais on va y arriver. Donc, le labo complet, voilà. On a refait l'électrophorèse qui démontrait le pic qu'on connaissait. Bah, le pic était déjà là depuis longtemps et la polyneuropathie est récente. Donc, est-ce que ça va être rué? Probablement pas. Comme on s'est dit, on a fait une B1, mais elle ne boit pas. Une vitamine E, en général, elle est baissée et pas augmentée. Une vitamine E ou une manque, une carence en vitamine E peut donner une ataxie, par exemple. Mais c'est plutôt une ataxie cérébellaire plutôt que sensorielle, comme elle a. On a regardé son rein, sa thyroïde et comme vous avez indiqué aussi le VIH et l'hépatite et le syphilis aussi. Et donc, comme indiqué, on avait aussi fait les encas qui étaient positifs. Est-ce que les encas peuvent expliquer une polyneuropathie comme ça? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Voilà, on a trouvé la solution, on va la traiter. Oui, non, on ne Non. sait pas, pas sûr. Non. Mais donc, il faudrait quand même avoir les tests pour savoir si c'est des anti-PR3 ou des anti-MPO. Et, et sinon, ce qui est plus spécifique en général pour les vasculites à cas, c'est les neuropathies multiplexes. Mais on peut aussi avoir des atteintes symétriques comme elles. Voilà, parfait. Ouais. C'est un peu toutes les maladies systémiques en général sont plutôt d'atteinte démyélinisantes, je pense. Donc, on arrive ici à la consultation avec un doute. Hein. Est-ce que c'est une vasculite? Hein? Parce que comme vous entendez, c'est pas vraiment l'histoire typique, hein, parce que c'est uniquement sensible, c'est uniquement axonal. Et donc là, on a fait encore plusieurs tests pour vraiment voir si cette hypothèse, si c'est une vasculite, est-ce que ça tient? Et donc le CT sinus, négatif. CT thorax, négatif. IRM cérébral, négatif. Et le PET était négatif aussi. Mais ça, c'est le PET. Qu'est-ce qu'il y a au PET? C'est quoi? Oui, un adénome oui, un carcinome pulmonaire avec déjà des métastases. Oui. Donc, sachant ça, oui, c'est une bonne question. Était négatif pour une vasculite. J'ai un tout petit peu triché là. Ouais, tout petit peu. Mais en fait, si c'était paranéoplasique, notamment avec l'anti-HU dans tout ce qui est pulmonaire, c'est censé être démyélinisant. Donc ça, en plus, c'est normalement des polyneuropathies qui sont démyélinisantes, alors qu'Antonio avait trouvé axonal. Donc il y a un truc qui colle pas. Je sais pas, tu as fait les anticorps Donc, anti-HU. c'était une anti-HU, bien Ok. fait, c'était anti-HU. Donc, cette dame a eu une polyneuropathie anti-HU dans un cadre d'un small lung cell carcinoma. Ouais. C'est une ganglionopathie sensitive plutôt. Oui, voilà. Ah, bah C'est oui. plus Ouais. qu'une polyneuropathie, c'est une ganglionopathie, c'est une atteinte des ganglions sensitifs qui donne une dégénérescence distale. C'est pour ça qu'il y a ces troubles proprioceptifs aussi importants. Son perte de force, c'est plutôt la ganglionopathie sensitive. C'est le syndrome de... Comment on appelle ça? Dennis Brown. Anthony Ouais, Brown. c'est un Voilà. syndrome de Dennis Brown. Qu'on peut avoir aussi avec un surdosage en vitamine B6. Par exemple, maintenant, on utilise le BFACT de manière très, très Oui. indiscriminée. Il y a énormément de vitamine B6 dans le BFACT. Et c'est la seule chose qu'il y a parce qu'il n'y a pas de la B12, il n'y a pas de l'acide folique, il y a un peu de thiamine. Et on reçoit des patients avec des douleurs neuropathiques assez importantes par surdosage en vitamine B6. Et bon, maintenant, on a des syndromes comme le COMBAS. Une altération génétique. On a des autres anticorps non paranéoplasiques. C'est tout un domaine, la ganglionopathie sensitive. Et c'est pour ça qu'elle est tellement ataxique parce que c'est une atteinte de grosses fibres cordonales postérieures. Mais c'est un Dennis Brown, je pense.
Parfait. Et Merci ça donne beaucoup. une attente axonale. Une attente actionnelle, oui, c'est Et ça. alors, il y a les critères électrophysiologiques, mais ça, je ne les ai pas fait parce que, bon, je l'ai vu pour la première Oui, fois. oui. C'est les critères de Philippe Candesonge. C'est un Français qui, il y a 4-5 ans, il a fait une très belle publication où il a des critères. Il y a un score qui est le score de Candesonge pour le diagnostic de la ganglionopathie sensitive. Et vraiment très, très, très sensible, presque 95% de sensibilité pour la ganglionopathie sensitive. Les potentiels sont normaux dans... C'est Non, ça non, que... non, non, non sont très perturbés parce que c'est les ganglions, c'est le Mhm. corps neuronal sensitif. C'est vraiment une neuropathie sensitive proximale ganglionnaire. C'est une neuronopathie sensitive, on appelle ça. Neuronopathie. C'est un peu comme la motoneurone pour les CELA, mais ici c'est plutôt la neurone sensitive au niveau des ganglions extra-axiales à la moelle à la moelle épinière. Y avait-il une question? C'est une question ou pas? Attends. Juste par rapport à la slide précédente, quand vous dites c'était thorax négatif pour une vasculite, qu'est-ce que vous recherchez pour une vasculite? Pour voir s'il y avait une atteinte des grands vaisseaux. Un Oui. angioscan alors, Oui. un scanner. Oui, oui, c'était Oui, un c'est ça. angioscan. Oui, Ok. absolument. Oui. Pas pour rechercher des granulomes ou des nodules ou autre. C'était Si, plus ben, parce que... parce qu'à ce point-là, j'avais pas encore l'angiotensin, serum angiotensin inhibitor. Oui. Oui, ça, j'avais pas encore. Ah oui. Donc, Les j'avais mis ça sur la adénopathies. demande quand même, mais on a tout Et cherché. et au niveau sinus, c'était surtout pour les polypes ou... C'était surtout pour une Oui, granulose. c'est ça. Oui, Ouais, oui, ok. c'était négatif aussi. Est-ce que cette dame fumait? Non, Et la non, deuxième non. question, une fois que vous opérez cette personne, les lésions neurologiques disparaissent ou Hein? bien persistent? Je vais, On va avancer dans la oui, présentation peut-être. oui, oui, oui. Mais retenez la question, c'est une bonne question. Voilà, donc anti-HU dans le cadre d'une néoplasie pulmonaire. Et donc, c'est typiquement, il y a une association typique avec les anticorps anti-HU avec le cancer du poumon. Et c'est en général très, très, très rapide. Hein. Donc, c'est pas étonnant que cette dame avait que une histoire de 2 mois, disons, de cette plainte. Et en général, les patients, en effet, viennent d'abord chez le neurologue avec d'autres plaintes. Hein. La neuropathie, comme on vient d'expliquer, soit une dysmotilité gastro-intestinale, une neuropathie autonome ou une encéphalomyélite limbique. Et c'est ça l'image flair que vous voyez là. Ici, les temporales, gauche plus que droite, sont vraiment atteintes. Et ces personnes-là se présentent avec de la confusion, des troubles de mémoire, des troubles d'attention, parfois même l'épilepsie. Ils se dégradent vraiment très, très rapidement. Il est très important de reconnaître une image comme ça, parce que ces gens-là, il faut vraiment les traiter rapidement, parce qu'ils se dégradent rapidement. Donc, une neuronopathie sensorielle, hein, donc typiquement un carcinome des poumons plutôt que du sein, de l'ovaire ou un lymphome. Et donc, typiquement, les présentations neurologiques sont avant que, par exemple, ils se présentent au niveau de douleurs pulmonaires, par exemple. Typiquement, il y a des paresthésies, des picotements, mais aussi beaucoup de douleurs, vraiment des douleurs fortes. Et cette dame-là, une des plaintes qu'elle me portait, c'était en effet pas uniquement des paresthésies, mais aussi des douleurs au niveau des doigts, surtout. Et là, donc, d'abord, je pense que je l'avais donné du Lyrica qui n'aidait pas trop. Elle était vraiment très, très handicapée par ses douleurs. Donc, maintenant, elle prend du Redomex 75, qui est beaucoup, qui est vraiment beaucoup. Mais elle a besoin de cette dose. Elle n'est pas trop somnolente, elle tolère bien, elle dort bien, sans avoir un hangover le lendemain. Donc, ça va. Mais donc, ça peut vraiment être très ennuyant, cette douleur. D'abord, comme c'est length dependent, donc d'abord dans les jambes en général et ensuite dans les bras, avec, comme vous avez vu, une ataxie sensorielle. Une pseudoatétose, c'est quoi? Oui. Une pseudoatétose. Donc, ces gens-là peuvent se présenter avec une pseudoatétose. Quand moi, je t'appelle, je dis, le patient a une pseudoatétose. Alors, tu dis, ouh, c'est quoi? La tétose, c'est des mouvements anormaux, c'est pas un peu reptilien, c'est pas ça? Ouais, c'est le piano. Hein. Ouais. Ce sont des gens qui jouent au piano. Ouais.
Et donc, une pseudo-athétose, c'est lié à la cause, hein, qui ici est en fait une déafférention. Donc, les gens n'ont pas assez d'input, donc les doigts bougent de leur-même. Ouais. C'est pas ce que cette patiente n'avait pas, hein, mais si on a vraiment cette déafférention sensitive, les doigts peuvent se bouger comme ça. Donc, trouble avec la marche, comme vous avez vu, avec une normale fonction moteur et une pléocytose, donc quelques cellules blanches que ces dames n'avaient pas dans son liquide céphalorachidien, mais elle avait quand même un tout petit peu de protéines au moment qu'on a fait une ponction lombaire dans le workup au début. Et donc, en conclusion, hein, il y a plusieurs symptômes neurologiques et surtout les mouvements anormaux, hein. Moi, je suis vraiment passionnée par les mouvements anormaux qui peuvent se présenter dans le cadre d'un cancer, hein. Et ici, vous voyez un tout petit peu qu'il y a une distribution qui est quand même assez importante. À droite, vous voyez par exemple le HU, hein. Le HU, c'est le problème que notre patiente a, qui est fort associé avec une tumeur. Donc, si on trouve un HU et le PET est négatif, il faut continuer à chercher encore, 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 hein. On le scanne jusqu'au moment qu'on le trouve parce que on le trouvera. Par contre, il y a des anticorps qui sont plutôt ici. Donc, ça, c'est T-cell mediated. Donc, il y a les lymphocytes T qui font la médiation de ce processus. Par contre, si c'est plutôt les anticorps qui font la médiation du processus auto-immune, là, il n'y a pas vraiment une association avec des tumeurs. Par exemple, le NMDA, Receptor Encephalitis. Donc, ça sont des gens qui peuvent se présenter avec des troubles de mémoire, de confusion, aussi une épilepsie, une hyponatrémie. Là, on a une bonne réponse au traitement parce que les anticorps sont en dehors de la cellule. Donc, les traitements peuvent vraiment y arriver. Donc, il faut donner hein, de IVIG, plasmaphéreuse, rituximab, des choses comme ça. Par contre, un anti-HU ne va pas bien répondre au traitement parce que le processus est vraiment à l'intérieur des cellules, hein. Donc, ça, il y a beaucoup de différents anticorps avec une différente prise en charge. Aussi, la présentation neurologique va aussi avoir, ça dépend de la présentation, s'il y a un risque élevé d'avoir une association avec un tumeur, oui ou non, hein. Donc, c'est le anticorps, mais aussi la présentation peut donner des indices. Et comme par exemple le nôtre, le HU qui est là, ça peut se présenter rarement aussi avec le opsoclonus myoclonus. Donc, ce sont des gens qui ont des myoclonies comme ça. Et les yeux, pouf, les yeux vont partout, 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 hein. C'est vraiment, si vous allez sur YouTube et vous faites, j'ai pas de vidéo aujourd'hui, mais si vous faites Opsoclonus myoclonus, il faut juste voir une fois et on reconnaît. C'est tellement impressionnant. Mais ça, c'est typiquement un anti-IEO. Euh, Par contre, les low risques, comme le stiff person, ça, j'ai une vidéo avec, ça va plus être un low risque pour avoir un effet ou une liaison avec une néoplasie. Et là, il faut vraiment essayer à traiter. Euh, oui, ça c'est encore un peu tous les différents anticorps. Et vous voyez que chaque anticorps a sa propre néoplasie hein, typique et a aussi sa présentation qui est différente. Donc, il faut un tout petit peu reconnaître, mais si vous avez une doute d'une paranéoplasie, il faut envoyer au labo, ils font tout, hein. Il faut vraiment tous les anticorps. Et puis, quand il y a un anticorps qui est positif, faut en fait lire un tableau comme celui-ci et voir est-ce que ça colle, hein. Parfois, il y a aussi des positifs qui ne sont pas vrais. On fait le panel monochrono dans le sérum et parfois dans le LCR. Il y en Oui, a un qui a une meilleure sensibilité que l'autre. oui, sang. Le sang est beaucoup mieux. Donc, cette patiente, c'est bizarre, juste hier, j'ai reçu le résultat de l'LCR parce que ça prend du temps. Et l'LCR était douteux. Ça me disait anti-HU douteux, douteux. Par contre, le sang, c'était vraiment positif. Donc, il faut mieux faire dans le sang. Si jamais on fait une ponction, bah, c'est bien, mais la sensibilité est vraiment mieux dans le sang. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont
Je me rappelle plus de mémoire, mais je pense que les LGI1, ils sont plus présents dans le sang que le LCR. Et il y en a d'autres qui sont plus présents dans le LCR que dans le sang. Donc d'habitude, on fait les deux d'office. Donc, en plan de traitement, et voilà la question où on arrive, il faut vraiment traiter la tumeur d'abord. Hein. Dès qu'on a trouvé en fait le PET qui était positif, et c'était en fait la veille que le scanner du thorax a été fait, donc en fait on savait déjà que le PET allait être positif pour la tumeur. Donc le lendemain, j'ai immédiatement téléphoné au pneumologue pour la prise en charge pour ce tumeur, parce qu'il faut vraiment traiter la tumeur d'abord. Et puis, est-ce que la polyneuropathie va s'améliorer? Ça dépend. Hein, donc, la polyneuropathie, c'est vraiment très agressif, très rapide. Il faut traiter la tumeur pour stabiliser la polyneuropathie. Si jamais, peut-être, on pourra avoir un tout petit amélioration, mais c'est très, 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 en général, ouais. Il n'y a pas grand-chose qui va s'améliorer en général. Par contre, comme on donne la carboplatine pour le tumeur du poumon, en fait, ça peut même accentuer, aggraver la polyneuropathie. Bien que la polyneuropathie, typiquement avec de la carboplatine, est un tout petit peu différente que celle avec une anti-HU. Mais donc, elle me demande toujours qu'elle me voit, elle demande si elle peut aller faire du ski cet hiver. Elle est très motivée. Et j'essaie chaque fois de nouveau de la dire, ça va être quand même difficile, mais elle tient le coup pour le moment. Voilà, Bien. question? Oui, oui, c'est une bonne idée de Contrôler contrôler les les MG pour... Pour l'évolution, pour voir si elle peut y aller au ski ou non. Le Oui, potentiel évoqué somatosensoriel, des paramètres de facteurs pronostiques. oui, Pronostic il y a une aggravation de l'électromyogramme, oui, plus le potentiel évoqué, alors on sait très bien qu'il y a une évolution dans sa polyneuropathie et la récupération est beaucoup moins importante. oui, oui, peut organiser. Alors, si toute cette bilan, pour le cas de de la neuronopathie sensitive est négative, souvenez-vous bien qu'il y a des causes génétiques, comme je vous avais dit, c'est le canvas. Alors, il faut envoyer les patients chez l'ORL pour voir s'il y a une réflexive vestibulaire. Le canvas, c'est ça, c'est la coexistence d'une neuronopathie sensitive avec une ataxie cérébelleuse plus la réflexive vestibulaire. Et là, on demande une analyse génétique. C'est c'est un syndrome qui est décrit depuis au moins 10-15 ans. Et on a des anticorps non paranéoplasiques aussi impliqués dans les neuronopathies sensitives. Alors, on fait un bilan de première ligne, il y a les causes classiques, mais on sait très bien que maintenant, il y a des anticorps non paranéoplasiques et il y a des causes génétiques de neuronopathie sensitive. Moi, j'ai une question sur l'aîné MG. Euh, Au début, il a été répondu comme donc neuropathie axonale. Est-ce qu'en regardant d'autres choses, on peut finalement voir que c'était une ganglionopathie, ou alors c'est avec l'ensemble du tableau qu'on finit par se dire que c'est une ganglionopathie? Au début des symptômes. C'est pour ça que maintenant, il faut faire un EMG évolutif. Oui. C'est l'électromyogramme évolutif probablement qui nous donnerait le côté ganglionopathie, probablement. Mais ça commence comme une neuropathie sensitive axonale. C'est axonal, ça c'est sûr et certain. La neuronopathie est une neuropathie axonale. Il y a quelque chose qui est l'ataxie proprioceptive, comme dit Alexandra, c'est des manifestations cliniques qui évoquent une ganglionopathie, c'est la ataxie et c'est les douleurs neuropathiques. Oui. C'est une neuropathie ataxiante avec des douleurs neuropathiques importantes. Généralement, les neuropathies longueur dépendante de diabète, les toxiques nutritionnels comme le déficit de vitamines, l'alcool, généralement, c'est des neuropathies non ataxiantes. Ça peut donner de la douleur, mais l'ataxie est beaucoup moins importante parce que c'est des neuropathies qui commencent par une atteinte de toutes petites fibres. Et alors, l'ataxie, c'est une atteinte de grosses fibres myélinique. C'est ça qui est important aussi. La clinique nous oriente un tout petit peu dans les diagnostics. Je rajouterais juste pour le canvas, donc il y a effectivement une polyneuropathie, il y a une atrophie cérébelleuse avec une ataxie qui est sensitive mais aussi cérébelleuse. Il y a une aréflexive bilatérale, donc il faut faire un VHIT chez l'ORL qui va montrer une aréflexie, et c'est pour ça que les gens sont instables aussi. Donc c'est la troisième cause. Mais il faut aussi demander est-ce que les gens toussent,
parce que ça peut faire partie la taux aussi, ça peut faire partie du tableau clinique. Et alors, dans ce cas-là, il faut demander est-ce qu'il y a une mutation génétique. RFC1. Merci. D'accord.